L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une performance aérienne unique en son genre, du monde de demain qui s'invente près de chez nous et du monde d'hier avec les 50 ans des JO de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Patrick Pelletier, le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré. Bonjour. Bonjour. Vous sortez dans quelques jours un collector sur les Jeux de 68. On est les premiers à l'avoir, on est très contents. On en parlera tout à l'heure avec vous. Patrick Gros est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui fête lui aussi cette semaine ses 50 ans. Et puis, troisième invité, Arnaud Moret, membre du Centre École de parachutisme de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé il y a quelques jours, Arnaud, à une tentative de record du monde assez incroyable. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'est le record du monde de séquences en grande formation, c'est-à-dire plus de 200 personnes et on fait plusieurs figures dans le même saut. Alors, vous êtes parti aux États-Unis pour tenter de battre ce record. C'est ça, à Eloy, en Arizona, parce qu'il faut de la place, parce qu'il faut de la hauteur, parce qu'il faut des moyens aériens qu'on n'a pas en France, malgré une grosse délégation française, puisqu'on est plus de 20 Français, et on se retrouve tous aux États-Unis, sous la direction de Patrick Paz, qui est un Français, pour organiser ce record du monde. Comment vous êtes retrouvé dans ce défi ? J'imagine que c'est une longue histoire. Par hasard. Ah non, pas exactement. Il y a un peu de travail, par passion d'abord, parce qu'il faut aimer ça, il faut avoir envie. En fait, il y a 4 ans, j'ai vu des images de grandes formations et ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, ça, j'ai envie de faire. Donc après, c'est beaucoup de travail, des sauts d'entraînement, de précision pour travailler à la fois la vitesse, la précision en vol, la capacité à refaire toujours les mêmes sauts avec la même précision. Et puis après, réussir à rentrer dans le groupe, ce qu'on appelle le groupe de Patrick, ce groupe qui nous permet de faire ce niveau de vol parce que il faut connaître les gens, il faut qu'ils vous connaissent aussi beaucoup, il faut démontrer ses capacités de vol et puis avoir envie de faire tout ça ensemble. On va aller voir ce grand groupe, puisqu'ils sont plus très grand groupe. De 200. Il y a une trentaine de nationalités différentes. Alors là, à ce record du monde, on était 30, effectivement. 30 nations, donc on ne s'entraîne pas tous ensemble, toute l'année, évidemment. Donc on vient tous se retrouver pour ces événements-là. Il y a 2 autres événements qui sont organisés dans l'année où on va dire qu'on répète certaines choses, mais à plus petite échelle. Et là, donc, il y avait une flotte de 10 avions qui essentiellement vient de l'Arizona, de la drop zone où on était, complétée par d'autres drop zones, notamment de Californie. Et là, on était à Eloy, donc 217 parachutistes. En réalité, on était 224 au départ. Et puis, il y a toujours des sorties, on va dire, que ce soit pour des raisons de sécurité ou autres. Et il faut donc ces 10 avions pour nous mettre en l'air tous ensemble, réussir à caler la figure et faire le saut, ce qu'on appelle le saut magique, aller chercher l'instant magique. À quelle altitude vous lâchez les avions ? Alors, les avions, pour les tentatives, nous lâchaient à 6000 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu de temps de montée. On a le temps de se concentrer, de répéter son saut, parce que même s'il y a une bonne ambiance, on peut discuter environ jusqu'à 3000, 4000 mètres. À partir de 4000 mètres, déjà, techniquement parlant, on est sous oxygène, donc ça, on peut beaucoup moins parler. C'est moins pratique. Voilà. Et puis surtout, on se concentre. On se concentre, on répète son saut, son approche, son visuel, tout ce qu'on doit voir. Parce que tout peut se produire, mais on cherche surtout à être présent au bon endroit au bon moment. Et il faut quand même que les 217 personnes soient là au même moment. Et le même moment, c'est les quelques secondes où on va réussir la figure. Alors vous aviez une semaine pour vous coordonner, pour faire des tentatives. Il y a eu 20 sauts et puis le dernier, le 21e, a finalement été le bon. Alors c'est ça, c'est le saut magique. Alors c'est le 20e, mais c'est le saut magique. Il y en avait 18 de prévus en fait pour l'événement. Et puis au 18e, alors on avait déjà un premier niveau de record puisqu'on avait fait 218 parachutistes et 2 points. Donc on battrait notre propre record qui datait de 2015, qui était 202 à 2 figures. Donc on avait déjà, entre guillemets, un nouveau record, mais c'est pas celui-là qu'on était venu chercher. Donc on avait envie du 3e point, on l'a frôlé plusieurs fois, et on le manque de peu sur le 18e saut. Donc il y a un peu de frustration et aussi une réelle envie de tout le monde d'y aller, d'y retourner. Donc les coachs ont décidé de remettre 2 sauts le lendemain.
Et c'est sur le deuxième saut du lendemain où on y arrive. Donc on se dit qu'on a réussi le record sur le dernier saut du jour d'après. On le voit justement, ce saut ultime. Je vous laisse commenter les images. Donc là, il y a 200 parachutistes qui sortent en quelques secondes des avions. Donc, la première chose, c'est qu'il y a effectivement une flotte de 10 avions. On vient de la voir. On sort tous en même temps. Donc on est synchronisé, hein, tout est répété, calé. On a tous nos trajectoires, notre approche. Alors ça ne se voit pas forcément bien sur les images, mais il n'y a pas de croisement. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. L'idée, c'est d'aller vite pour avoir du temps pour, construire la formation et avoir du temps ensuite pour faire la séquence de points. Il faut aller vite, mais pas trop, parce qu'il est hors de question de dépasser la personne qui est devant nous. Il y a tout un ordre de séquences. Donc là, on voit, chacun vient, on appelle ça un stadium. On est en gradin, on attend que le groupe de devant soit agrippé et on va construire petit à petit. Et l'idée, c'est que la figure se construise de façon synchronisée. Donc là, on voit les derniers extérieurs qui sont en train d'apponter. Et c'est ça qui doit être stable. Et la stabilité à 217 personnes, c'est compliqué. Et il y a 200 km/h aussi, parce que c'est la vitesse de chute. Hein. Exactement, on est à 200 km/h. Ça paraît tout calme là, sur ces images. Mais... oui, parce que le vidéoman est aussi à 200 km/h. Et là, on vient de voir le passage au deuxième point. Et le troisième point est envoyé. Voilà. Donc là, on va chercher. Et si vous regardez, c'est en bas à droite que le dernier parachutiste vient attraper la jambe. Parce qu'il faut tous se toucher. Hein. Voilà. Il y a toutes les règles internationales. Il y a 3 juges internationaux qui vérifient les images. Quand on dit que tout est précis, c'est que s'il y a un parachutiste qui prend une jambe au lieu de prendre un bras, le record n'est pas homologué. Les figures sont déposées. Donc chacun doit prendre exactement là où c'est prévu. Dans la séquence qui est convenue, avec des règles de passage de points du premier au deuxième point qui sont définies. Donc s'il y en a un qui lâche alors qu'il ne devait pas lâcher, c'est raté, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est amusant parce qu'on se dit, bon, si tu rates, c'est pas grave, tu payes ta bière. Mais là, on est quand même plus de 200, ça fait beaucoup de bière. on le revoit sous un autre angle, ce record. Comment on fait pour se déplacer latéralement, même de haut en bas? On peut freiner, on peut jouer sur la direction? On peut faire énormément de choses. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est notre poids. Donc, on se cale pendant les sauts d'entraînement, on va caler notre vitesse. Donc, la base, le premier rond central qu'on appelle la base à 9, va donner une certaine vitesse à la figure. Sans rentrer dans les détails techniques, hein, on va dire que le centre de la figure subit plus de pression aérienne, donc il chute plus vite que les extérieurs. Donc il faut qu'il cale une certaine vitesse qui soit compatible à la fois avec les gens qui sont au centre et à la fois avec les extérieurs qui vont venir gripper en dernier. Donc pour que tout le monde puisse faire. Et comme forcément on n'y arrive pas avec 217, chacun va ajuster son poids. Donc on a des ceintures de plomb et on va rajouter ou enlever du poids pour être confortable par rapport au travail qu'on a à faire. Vous êtes où là, vous ? Là, je peux vous dire, moi je suis à droite de la personne qui a le petit fil volant, donc qui s'appelle Patrick Pass, qui est le leader du groupe. Voilà, lui on le voit bien, je suis en 3e ligne derrière lui. Voilà. Donc avec une combinaison noire, mais ça ne va pas vous aider beaucoup, il y en a pas mal. En tout cas, c'est magnifique, hein, cette figure à 200 km/h dans le ciel de l'Arizona, avec un petit Grenoblois là moi je vous repère bien, Merci. Arnaud, là-dessus. Donc record homologué. On communique avec une radio entre les différents participants. Comment ça se passe ? Pas du tout. Là, une fois que le saut démarre, quand on se met à l'avion, en fait, on peut parler dans l'avion. Dès lors que le pilote donne le signal de sortie, donc c'est le pilote qui active en fonction de ce que demande le leader, l'avion leader, on sort, donc on nous voit accrochés à l'extérieur de l'avion, c'est ce qu'on appelle les flotteurs, donc on essaye, l'objectif c'est de vider l'avion le plus vite possible. Si vous perdez une seconde à la sortie de l'avion, c'est une seconde qui manquera pendant le saut. Donc il faut que tout le monde soit le plus possible près de la sortie, donc ça on est synchronisé, et après il n'y a pas de radio possible. Mais de toute façon, ça va tellement vite qu'on n'aurait pas le temps de parler. Ouais, vous avez une minute avant, entre guillemets, l'ouverture des parachutes. Une fois que la figure est réalisée, c'est pas complètement terminé, hein, parce que faire atterrir 200 parachutistes groupés, c'est pas le plus simple. C'est ça, il faut surtout pas les faire atterrir groupés, justement. donc, il faut les éclater. Voilà, on dit qu'il y a 3 phases de saut, c'est ce qu'on voit là. La 3e phase, c'est la séparation. Donc là, on voit les premiers groupes qui partent, puis les deuxièmes. Puis il va y avoir la 3e vague. On a à peu près 5 secondes entre chaque vague. Et enfin, la dernière vague, la petite couronne intérieure. Donc ça, c'est ce qui va permettre, on va attaquer la séparation à une altitude de sécurité suffisante pour avoir le temps de séparer les 4 vagues. Et ensuite, avoir une altitude d'ouverture. Donc on ouvre à 900 mètres. On ouvre tous les parachutes à 900 mètres. Et là, effectivement, il faut un peu d'entraînement parce que même en prenant ces sécurités-là,
on a des parachutes qui sont à 20 mètres les uns des autres, donc il faut être capable de réagir vite en cas de problème. On a coutume de dire que si vous êtes près d'un copain, la voile, elle va avoir envie d'aller voir le copain. Donc il faut réagir vite. Et puis on a vu le poser dans le désert. L'avantage d'Eloy, c'est que c'est effectivement en plein désert, donc on bénéficie d'une zone de posée qui est énorme, donc qui ne nous oblige pas à gérer des obstacles, des lignes électriques ou autres, et nous poser les 217 en sécurité. Bon, un grand bravo en tout cas pour ce record, cette performance à plus de 200, avec un petit cocorico, puisqu'il y avait un Grenoblois. Alors il y a un Grenoblois, on est 20 Français, et voilà, donc on se voit régulièrement, les 20 Français, sur différents événements, mais les 29 autres nations, on les voit moins souvent déjà. Allez, on va revenir sur Terre avec Patrick Gros. Vous êtes le directeur, Patrick, de l'INRIA. Donc, je le disais, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas très parlant pour le grand public, mais si on précise que c'est chez vous que s'invente le monde de demain, notamment le monde du numérique, là, ça devient un petit peu plus concret. Oui, parce qu'on fait principalement donc, ce qu'on appelle des sciences du numérique, c'est de l'informatique, des mathématiques appliquées, de l'automatique. Mais grosso modo, c'est partout, il y a du logiciel, il y a des technologies qu'on développe. Et le logiciel, maintenant, c'est partout. Alors vous êtes installé à Montbonneau, dans l'agglomération grenobloise. On voit ce bâtiment un petit peu futuriste. C'est sur la zone d'Innovallée. Ça fait 25 ans que le bâtiment existe, que le site est situé en Isère. Le centre fête ses 25 ans et le bâtiment date, on s'y est installé en 1996. Donc il est un tout petit peu plus jeune, il a 21 ans. Mais l'INRIA au niveau national donc, célèbre ses 50 ans. C'était les Jeux de Grenoble il y a 50 ans. Le numérique, Internet, ça n'existait pas. Alors, l'informatique existait déjà et ce qui a créé ou qui a été la cause de la création d'INRIA, c'est le fait que la grande entreprise informatique française de l'époque, qui était Bull, était rachetée par General Electric. Et donc, le général de Gaulle avait dit il faut qu'on ait une maîtrise de notre informatique au niveau français. C'était vraiment une question de maîtriser nos technologies, comme il l'a fait sur d'autres technologies. Et donc, il a lancé le plan calcul avec création d'une nouvelle société française d'informatique, qui était la C2I, la création d'un service ministériel chargé de coordonner ça, un plan composant, et puis donc la création d'un laboratoire d'informatique qui s'appelait IRIA au départ, et qui est devenu l'INRIA ensuite. General Electric est toujours dans l'actualité, 50 ans après, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, vous travaillez sur beaucoup de domaines du numérique, notamment la réalité virtuelle. Alors, oui, le numérique concerne énormément de choses, avec des applications très diverses. On a des applications à la fois à la météo, à la médecine, au transport, et donc à la réalité virtuelle, puisque les arts sont aussi concernés avec, en particulier, beaucoup de travaux pour l'aide, par exemple, à l'industrie du jeu vidéo ou du cinéma d'animation, qui sont très consommateurs en ressources humaines, parce qu'à l'heure actuelle, tous les dessins sont faits à la main, et on aimerait pouvoir faciliter justement l'industrie du cinéma et du jeu vidéo, qui est très importante en France. Là, les images qu'on est en train de voir, ce studio sur fond vert, c'est chez vous? Alors ce studio, oui, c'est un équipement d'excellence qui s'appelle Kinovis, qui sert à faire de la capture de mouvement. Alors on connaît tous la capture de mouvement où les gens ont des petites boules dessus pour prendre des mouvements. Ici, c'est une salle où on a 68 caméras qui sont synchronisées, et donc on arrive à faire de la capture de mouvement justement sans marqueur. C'est-à-dire qu'on peut faire de la capture de mouvement et de la texture, de la géométrie et de la texture en temps réel avec des objets dans un espace qui est relativement grand. Ce qui est unique dans cette salle, c'est vraiment sa taille. Il n'y a pas d'équivalent à l'heure actuelle en Europe. Alors ces innovations que vous développez depuis quelques mois, on peut les visiter. Il y a une sorte de showroom qui s'est créé au rez-de-chaussée de l'INRIA. Oui, alors on avait un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent voir des démonstrations, mais à chaque fois, il fallait embêter des chercheurs. Les démonstrations n'étaient pas toujours prêtes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une salle où on a mis un certain nombre de démonstrations en libre service pour que quiconque passe puisse venir voir des démonstrations qui sont prêtes, qui sont un petit peu travaillées, faciles d'utilisation, pour que tout le monde puisse faire une idée du genre de technologie sur lequel on travaille. Et en particulier, cet espace est vraiment fait pour les scolaires, par exemple, ou aussi comme lieu où on peut venir discuter avec des industriels des technologies qu'on développe. Il y a des innovations qui vont changer notre quotidien dans les années à venir ?
Oui, alors par exemple, on a une équipe qui travaille sur le plan des feux rouges de la ville de Grenoble pour essayer de limiter les bouchons. Ah ça, c'est effectivement, Donc, ça peut changer notre quotidien. Ça peut changer le quotidien. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en modifiant légèrement le cyclage des feux, en respectant bien entendu les priorités des bus et des trams, en cas de forte circulation, on pouvait gagner en moyenne 20% sur son temps de trajet. Dans l'INRIA, il y a aussi l'automatique. L'automatique, ça c'est le monde un peu des robots, de la robotique. Alors, ce que je vous ai cité comme exemple, c'est des automaticiens qui le font, parce que gérer le trafic, c'est de l'automatique. Mais il y a aussi effectivement la robotique. Alors la robotique, on imagine tous des robots anthropoïdes, mais on en trouve des robots qui ont beaucoup de formes différentes. Les robots aspirateurs, maintenant ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Mais on aimerait avoir des robots qui soient qui puissent faire des choses plus intelligentes, je dirais, ou de plus haut niveau, et en particulier interagir avec des personnes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut qu'ils acquièrent tout un tas de règles de savoir-vivre. Donc on ne passe pas devant les gens, on ne les interrompt pas, on regarde la personne avec qui on parle, on essaye de comprendre son environnement. Quand on collabore avec quelqu'un qui travaille ou pour faire quelque chose, il faut le faire doucement. Quand on passe une assiette à quelqu'un, il faut la lâcher au bon moment. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a tout un tas de choses très fines de l'homme qu'on ne sait d'ailleurs pas bien expliquer soi-même. Les spécialistes le savent, mais quiconque sait passer une assiette à son voisin, c'est pas expliquer pourquoi, à quel moment il a lâché l'assiette, parce qu'il a senti que l'autre la tenait. Et expliquer ça à un robot de manière complètement explicite, c'est extrêmement difficile. Alors, on voit quelques images d'un robot poubelle testé dans les gares, notamment dans la gare de Grenoble. Le monde de demain, le monde connecté, le monde des robots sera forcément meilleur, ou il y a des gens que ça inquiète aussi, ce développement technologique? Oui. Alors, les technologies, bien entendu, ont toujours un aspect un petit peu à la fois... déjà, apportent toujours du changement, et le changement inquiète toujours un peu. Donc, il y a des choses, on en voit bien les apports, et puis il y a des choses où on en voit bien les limites, mais c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que qui n'utilise pas un téléphone portable aujourd'hui et qui ne se sent pas un peu prisonnier du même téléphone portable. Mais si on vous le supprimait, arriveriez-vous encore à travailler? Donc, toutes les technologies, effectivement, ont un côté. Et puis, il faut vraiment les inclure. Il y a des domaines où on réussit bien. C'est-à-dire que quand on fait des progrès en technologie médicale, tout le monde en bénéficie, c'est très bien. Et puis, il y a des fois, on devient un petit peu esclave de nos technologies parce qu'on ne s'en passe plus, parce qu'elles commencent à donner nos données un peu partout, parce qu'elles sont un peu envahissantes, parce qu'elles font un peu obstacle à la relation entre personnes. Donc oui, la technologie ne suffit pas. Il y a aussi tout un travail à faire sur l'acceptabilité, sur le fait qu'on s'en serve correctement. L'éducation à ces nouvelles technologies, c'est vraiment très important. Bon, pour rassurer les plus inquiets, je peux vous prouver tout de suite que les robots, ça peut être très utile. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Grenoble. Vous parlez de la sensibilité, ils font même des bisous maintenant, les robots. Symboliquement, l'anniversaire de l'INRIA, c'est ce jeudi, sur le site de Bonbonneau. Est-ce que vous avez pensé, Patrick Gros, à inviter Emmanuel Macron ? Alors, il est déjà venu à Montbonneau. Oui, on le voit là chez vous. C'était un peu la cohue d'ailleurs. Quand il était candidat pour faire son discours sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, on l'a invité en fait à l'événement national qu'on a organisé à Paris. Malheureusement, il n'était pas disponible. Mais oui, on l'avait invité pour fêter avec lui cet événement. Bon, voilà, effectivement, c'était il y a un an à peu près, la venue d'Emmanuel Macron. Oui, c'était juste à la fin de la campagne présidentielle. Dans vos locaux. Bon anniversaire, bon développement de toutes ces technologies. On reste toujours à l'écoute, nous, sur Télé Grenoble, de toutes ces startups qui se créent autour du numérique et qui peuvent nous apporter pas mal de progrès. Après les 50 ans de l'INRIA, les 50 ans des JO de Grenoble. Aujourd'hui, j'ai piqué le concept du 50-50 à Jean-Pierre Foucault. Patrick Pelletier, on va finir avec vous. Les célébrations officielles auront lieu en février, mais vous sortez dès cette semaine ce collector, un hors-série consacré aux Jeux de 1968. Contrairement à d'autres médias, le Dauphiné libéré existait en 68, ce qui permet de pouvoir se replonger plus facilement dans les archives. Oui, bien sûr. Les Jeux de Grenoble, ce sont les Jeux de la modernité, parce que c'était le début de la télévision couleur, mais le Dauphiné libéré était là pour vivre cet événement qui est fondateur dans l'histoire de Grenoble. Il y a un avant, il y a un après-jeu. Comment vous avez travaillé ? Vous allez
ouvert les archives du Dauphiné de l'époque. Vous avez tout gardé d'ailleurs On a tout gardé. Dauphiné. On a le travail qui a été fait sur les archives. On a une mine d'or en archives au Dauphiné libéré et il faut juste s'y plonger pour savoir. Faut aussi savoir ce qu'on veut chercher. Et il faut travailler sur les photos. Ça, c'est un travail quand même de plusieurs mois pour rassembler les documents et construire cet album. Alors là, on voit d'ailleurs quelques-unes qui figurent dans ce hors-série. La couleur aussi, vous parliez de la télécouleur, mais la presse publiée en couleur, je ne sais pas si c'était récent d'ailleurs à l'époque. Le Dauphiné libéré a toujours été novateur, a toujours innové, et notamment le fait de vivre les jeux. Notre rédaction, et Jean-Pierre Souchon, notre rédacteur en chef, le souligne dans son papier, dans son édito, le fait de vivre un événement comme celui-là, il a fallu que les journalistes de l'époque, nos aînés, s'adaptent et créent, pour pouvoir suivre 13 jours de fête, les 13 jours de Grenoble que le film de Lelouch a célébré. On le voit en lisant ces articles. Les stars de l'époque, c'était Marielle Guetchel chez les filles, Jean-Claude Killy. C'est Jean-Claude Killy d'abord, superstar. Enfin, c'est Killy, la grâce de Peggy Fleming. C'est un match mythique. Le hockey sur glace. Le hockey sur glace. Et puis c'est des nouveaux sports. Le nordique, c'est le cœur de Kalma qui bat quand il va monter pour allumer la flamme. Là, ce sont les images que nous voyons. Et il y avait un micro, on entendait le cœur battre d'Alain Kalma. Ces acteurs de l'époque, vous en avez retrouvé certains, notamment Jean-Claude Killy. On a la chance d'avoir une interview de Jean-Claude Killy faite par un de nos journalistes, rédacteur en chef de Ski Chrono, Laurent Davier. Oui. C'est assez rare, il ne s'exprime pas beaucoup. Notamment sur cette époque de 68. Oui, je sais qu'il va écrire un livre d'ailleurs sur lui. Il protège son intimité. Bon. Ce bouquin, c'est aussi l'occasion de se replonger dans le Grenoble d'il y a 50 ans, qu'on n'a pas connu, ou très peu, avec pas mal de photos d'archives. Beaucoup des images d'archives avec très belles photos de photographes où on voit Grenoble, l'évolution. Grenoble a complètement explosé et a changé. Le visage, là, c'est Courbérien. Le Grenoble d'aujourd'hui prend ses racines dans les Jeux de 68. Là-bas, c'est Alpexpo. C'est Alpexpo, hein, oui. C'est Alpexpo. Donc, vous voyez, ça a bien changé. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait rien. C'est la première maison de la culture. Malraux avait déclaré, c'est le vaisseau blanc, la première maison de la culture du monde, ce qui montre l'importance des jeux, et le général de Gaulle l'avait bien compris, puisqu'il a dit « pour vos jeux, vous aurez 2 milliards ». Et ce sont les 2 milliards qui ont transformé Grenoble jusqu'à aujourd'hui, et on voit que l'esprit olympique de la ville perdure. Alors, ce qui a bien changé également en 50 ans, c'est les mœurs. Vous publiez une pub très étonnante, on va la voir, voilà, 2 paquets de cigarettes pour symboliser l'esprit olympique. Figurez-vous, je me souvenais de ces cigarettes parce que j'étais très jeune à l'époque, mais je les connaissais, et cette publicité est complètement étonnante, complètement inimaginable et improbable aujourd'hui. Les Jeux Olympiques, associer les anneaux avec le tabac, avec l'actualité, c'est pas du cinéma. Le CEO validerait ça aujourd'hui. Donc il faut le savoir, les temps changent. Bon, les Jeux de Grenoble, ça a également été the place to be pendant les 13 jours de l'événement, avec au-delà des sportifs, au-delà du monde médiatique, beaucoup de stars qui sont venues dans la capitale des Alpes. Oui, bien sûr, Ella Fitzgerald, mais aussi Johnny Hallyday, une petite pensée pour Johnny aujourd'hui, Gilbert Bécaud, enfin... Les plus grands chanteurs, Manitas Zaplatas, des acteurs, tout le monde faisait le passage obligé à Grenoble, parce que c'était, comme le souligne Olivier Renaud qui écrit et qui raconte ses 17 ans, un de nos journalistes, c'était le 20e arrondissement de Paris, et c'était aussi la place où il fallait être pour participer à cette première fête qui a vraiment marqué l'esprit olympique. Puis en France, il faut savoir que c'est l'histoire des Alpes aussi, parce que les 3 Jeux olympiques avant Paris en 24, c'est Albertville en 24, c'est en 92, c'est Chamonix en 24 et Grenoble. Donc l'Olympisme, c'est les Alpes. Bon, on espère qu'il y aura un 4e Olympiade d'hiver en France avant qu'on disparaisse. En tout cas, ce livre, ce hors-série sort à la fin de la semaine. Voilà, chez les marchands de journaux, puisque c'est diffusé par le Dauphiné libéré. Merci Patrick, merci à tous les 3
d'être venu sur cette émission. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à jeudi soir pour tenter de gagner 200 € de bons d'achat chez notre partenaire l'Entrepôt du Bricolage. Pour jouer, il suffit de répondre à la question de la semaine que vous pouvez retrouver à la fin de cette émission ou sur notre site internet télégrenoble.net, un site sur lequel vous pouvez également revoir toutes nos émissions. On se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.